Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors vous publiez cette semaine votre baromètre sur l'évolution du marché, mais également un sondage mené avec l'IFOP, traditionnel, sur la perception qu'ont les Français sur le marché de l'immobilier, et puis toute une série de propositions en matière de politique du logement. On commence tout d'abord par le marché de l'immobilier. Après une année exceptionnelle en termes d'activité en 2017, près de 968 000 ventes, comment se profile 2018 et y a-t-il un ralentissement de l'activité ? Si l'on en croit au 30 juin 2018 nos analyses, on a un léger tassement du nombre de transactions, puisque sur 12 mois glissants, on se dirige vers 950 000 transactions. L'année dernière, au même moment, on était à 917 000. Donc, on est quand même encore sur un rythme très élevé du nombre de transactions. Ceci étant, on note quand même un léger tassement, et nous pensons que ce tassement en volume va se poursuivre. Ceci étant encore, l'activité reste très bonne. Le marché dynamique, est dynamique. Toujours, oui. On a un taux de rotation qui est de 2,6 transactions pour 100 logements, ce qui est considérable, ce qui est supérieur à ce que nous avons connu les années précédentes, un petit peu moins bon que l'année 2017, mais globalement, en me déplaçant d'ailleurs sur le terrain, en rencontrant mes confrères dans toute la France, tous me disent que l'activité est bonne, tous me disent aussi qu'il manque un petit peu d'offres. Et donc c'est ça qui va conditionner aussi l'activité. Est-ce que nos vendeurs seront au rendez-vous de nos acheteurs ? Alors, bien sûr, on a parlé là des transactions. En matière de prix, les prix de l'immobilier, y a-t-il toujours une poursuite de la hausse des prix dans la plupart des grandes villes de France ? La réponse est oui. La réponse est oui. Au 30 juin 2018, les prix auront augmenté en 12 mois glissants encore d'une façon importante. Alors je peux citer un petit peu. France entière, pour nous, les prix auront augmenté de près de 4,3%. Ils avaient augmenté en 2016 de 1,5%. Ils ont augmenté en 2017 de 4,2%. Donc on voit que cette hausse reste quand même orientée encore d'une façon très positive. 5,4% pour les appartements. 3,5% pour les maisons, avec bien sûr une différence entre Paris et province. Paris étant nettement plus dynamique, puisque en Île-de-France, pour l'ensemble, c'est plus 5,2%. Pour les appartements, c'est plus 6,2%. Et pour les maisons, c'est plus 3,2%. Ramené, j'allais dire, si on prend les appartements, la province, c'est 4,5%. 6,2% en Île-de-France, 4,5% en province. Et au niveau des villes, Bordeaux toujours caracole en tête des villes qui progressent le plus en matière de prix. Bordeaux, plus 9,2% au 30 juin. Donc ça reste considérable si on compare à Dijon, plus 0,2% par exemple. Donc on voit très bien que des dynamiques de métropole s'instaurent. Et il y a derrière, vous avez raison de souligner, des augmentations globales. Il y a toujours ces disparités territoriales. À la lumière de votre étude menée avec l'IFOP, comment justement les Français jugent le marché de l'immobilier ? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que les prix continuent de monter ? Majoritairement, enfin 44% considèrent effectivement que les prix vont continuer à augmenter et 38% qu'ils vont rester stables. Ça veut dire que globalement, peu parient à la baisse déjà. Ouais. Ensuite, ce que l'on constate, c'est que pour 76%, les conditions de prêt demeurent attractives. Même si pour certains, on commence à sentir une difficulté à accéder au crédit. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour 61%, ça reste favorable à l'achat, et pour 44%, ça reste favorable à la vente. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on fait la différence des deux, ça donne le point d'équilibre du marché et il reste bon. Je soulignais est-ce qu'on aura des vendeurs au rendez-vous de nos acheteurs ? Je pense que oui. Et quand on fait la dynamique, c'est-à-dire l'addition de ces deux pourcentages divisés par deux, ça reste une des meilleures dynamiques sur ces 5 dernières années. Donc globalement, c'est intéressant. 2 chiffres quand même qu'il faut regarder avec attention. C'est est-ce que c'est le bon moment d'acheter une résidence secondaire ? Eh bien là, on a une chute spectaculaire. 51% en 2016 considéraient que c'était le bon moment pour acheter une résidence secondaire, 39% maintenant. Moi, j'y vois la conséquence de l'IFI, j'y vois la conséquence également du cafouillage en matière de fiscalité locale, des surtaxes en matière de taxes d'habitation. Il est temps que tout ça se calme parce que n'oublions pas que derrière les résidences secondaires, il y a une activité économique. Et puis, il y a un deuxième indicateur qui m'intéresse beaucoup, c'est quelle va être l'attitude des secondo-accédants. Ouais. Et 51% des Français déjà propriétaires considèrent que c'est le moment
de changer de résidence. Et cette dynamique-là est importante. Pourquoi? Parce qu'elle peut nourrir durablement le marché par rapport à un éventuel recul des primo-accédants. Alors, vous l'évoquiez, la politique du logement, elle est en filigrane. En ce moment, donc, à l'Assemblée nationale, a été adopté en première lecture le projet de loi Elan sur cette politique du logement. Avant d'arriver en seconde lecture, déjà, quels sont les points de satisfaction de ce projet de loi Elan? Alors, premier point de satisfaction global, en ce qui concerne notre fédération, nous avons été largement sollicités, largement consultés, que ce soit par les rapporteurs du logement comme par le ministère. Donc il y a quand même un point de satisfaction. Point de satisfaction technique mais important, la suppression de la mention manuscrite en matière de cautionnement dans les locations. C'est important parce que ça va fluidifier pour nous l'acte de location. Point intéressant que nous allons soutenir, c'est le bail mobilité. Alors, ce fameux nouveau contrat de location en meublé, ça, vous êtes satisfait? Moi, je pense que nous pensons que le marché directeur en France, c'est le marché du parc privé locatif. Et le vecteur numéro 1 de la mobilité professionnelle, c'est le parc privé locatif. Et le bail mobilité s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est pour ça que nous le soutenons, même si nous pensons qu'il va falloir qu'on fasse de gros efforts pour convaincre nos propriétaires que ce peut être, dans certaines circonstances, une très bonne opportunité. À nous de le faire. On est satisfait sur le contenu global de Smile Mobilité. D'ailleurs, les amendements techniques, les 3 amendements techniques que nous avions déposés ont été retenus par le gouvernement. On est également satisfait on va dire, de l'approche du bail digital. Nous avions des craintes au départ. Oui. Bail numérique. Oui. Nous avions des craintes au départ d'un vaste service unique avec captation des dépôts de garantie. Non. On a des assurances là-dessus qu'il va y avoir une concertation et qu'en fait, l'objectif, il est dans l'analyse de la donnée, mais aussi, comme toujours, dans le faire en sorte qu'il y ait une fluidification de l'acte de location et on y souscrit. Point négatif pour nous, l'encadrement des loyers. Alors, ça, c'est un vrai danger pour vous? Parce que pourquoi c'est un vrai danger? Parce que le gouvernement, très habilement, renvoie la responsabilité de cet encadrement aux élus locaux sous une forme expérimentale pendant 5 ans, tout en permettant d'ailleurs de le circonscrire qu'à certaines parties des agglomérations concernées. Ce que nous craignons, nous, c'est que des élus locaux en fassent plus un marqueur de politique plutôt que, j'allais dire, un instrument, on va dire, à la limite de régulation économique justifiée. À 2 ans des municipales aussi. À 2 ans des municipales. Et on sait que les symboles ont la vie dure en France. Et donc, c'est ça qui nous ennuie. Donc, ça sera à nous de mener localement, j'allais dire, la pédagogie nécessaire pour dire à ces élus locaux: attention, derrière encadrement, il y a confiscation de l'épargne des Français et c'est un mauvais signal donné aux investisseurs. Alors, autre point pour vous prioritaire, c'est notamment redonner confiance véritablement aux bailleurs privés. Moi, je crois qu'ils ont été malmenés, en tout cas dans les sémantiques, et ils n'ont pas eu aujourd'hui beaucoup de considération en termes même d'approche fiscale. La CSG a augmenté, l'IFI reste, tous les bailleurs ne sont pas soumis à l'ISF, on est bien d'accord. Mais je crois qu'il est temps effectivement de leur donner une perspective. Vous savez qu'on souhaite la création du statut du bailleur privé qui soit indifférencié selon qu'il concerne un logement neuf ou un logement ancien et qu'il y ait une prime dans ce statut à ceux qui s'orientent vers le statut de loyer intermédiaire. Et donc là-dessus, évidemment, ce n'est pas dans la loi Elan qu'on va trouver un écho puisque ça concerne plus des dispositions financières et fiscales, mais nous pensons à coût constant pour l'État qu'un vrai signal doit être donné vers les bailleurs privés qui logent 6 750 000 personnes, même plus que ça, c'est 6 750 000 logements. On sait que 62% de nos locataires sont là depuis moins de 4 ans. On sait que la majorité des jeunes sont dans ce parc privé locatif. C'est dire s'il est déterminant pour la mobilité et le logement des Français. Et vous souhaitez également, je crois, Jean-Marc Torolion, étendre pour les primo-accédants aussi le dispositif Pinal? Oui, parce que je veux dire, cette notion finalement de réduction d'impôt, pourquoi ne pas l'élargir aux primo-accédants qui achètent dans le neuf? Je pense qu'il y aurait un intérêt parce que pour le coup, on sait que nos primo-accédants ont en moyenne entre 25 et 34 ans. Et qu'ils sont plutôt dans une catégorie CSP+, et profession intermédiaire, donc fiscalisée. Et donc ça a du sens que de leur dire, finalement, pourquoi conserver cet avantage uniquement sur une catégorie d'investisseurs et ne pas l'étendre aux primo-accédants dans le neuf? C'est aussi une mesure de soutien, après tout, aux bâtiments. Ils seront heureux. Et voilà donc l'une des mesures qui seront proposées
au gouvernement en matière de politique du logement. Jean-Marc Torolion, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.